Bonjour, M. Gagné. Bonjour, M. Bernard. Aujourd'hui, on est au musée Marius Barbeau qui a accepté de nous accueillir. Alors, je vais commencer cet entretien, si vous voulez bien, en abordant le sujet de nos folkloristes à nous, nos grands folkloristes à nous, et pourquoi pas commencer par Marius Barbeau. Pourquoi pas? Puisque Marius Barbeau est originaire de Sainte-Marie, il est probablement le plus grand folkloriste que le Québec ait connu. Il a formé Luc Lacourcière, qui est aussi un très grand folkloriste, et entre autres, Luc Lacourcière qui a fondé les archives de folklore à l'Université Laval. Et Luc Lacourcière m'a formé. Alors, on se retrouve dans une sorte de chaîne qui probablement a quelque chose à voir avec nos racines. Puisque M. Lacourcière, par exemple, a demandé après son décès d'être inhumé ici à Saint-Victor-de-Beauce. Quant à M. Barbeau, je ne sais vraiment pas. Alors oui, il y a une source jaillissante de folklore ici en Beauce et des gens comme Barbeau, comme Lacourcière, et comme d'autres aussi. Il ne faut pas oublier que Jean-Claude Dupont, même s'il est originaire de Rivière-du-Loup, a beaucoup travaillé sur le folklore de la Beauce. Il a publié, entre autres, un livre qui s'appelle « Le légendaire de la Beauce », qui est magnifique, qui est fondamental, je pense, pour connaître le sujet dans la région d'ici. Il ne faut pas oublier Paul Jacob, qui est décédé trop jeune, qui a laissé quand même une collection, je pense, un peu plus d'une centaine de pièces à l'Université Laval. Il ne faut pas oublier Madeleine Doyon-Ferland. Il ne faut pas oublier la conjointe de Jean-Claude Dupont, c'est-à-dire Mme Pomerleau, Jeanne. Alors voilà, donc, le terreau beauceron, s'il a produit des informateurs extrêmement intéressants, il a aussi produit des chercheurs qui se sont intéressés à ce produit-là. Alors, donc, le folklore, c'est essentiellement une science qui prend ses racines dans le peuple et qui se propage d'une personne dans le peuple à une autre par la voie orale. Ça, c'est fondamental. Et pour que ce folklore-là puisse se propager de cette sorte-là, il faut qu'il soit libéré, entre guillemets, de son auteur. Mais il m'est arrivé un jour de découvrir une chanson de folklore qui avait été créée ici quant à ses paroles, par hasard, et d'une façon qui m'a beaucoup fasciné. Le fameux avion qui, revenant avec des pèlerins de Rome, parce qu'en 1950, c'était l'année sainte, est allé s'abîmer sur les flancs du mont Aubiou. Tous les gens sont morts. Il y avait plusieurs personnes qui venaient de la Beauce ici, dont, je pense, des gens de Beauceville. Oui, M. Achille Goulet, qui avait été professeur à l'École normale de Beauceville, qui est devenue l'École Jésus-Marie aujourd'hui. Il a d'ailleurs été, ce monsieur-là, maire de Beauceville aussi. Alors donc, on se retrouve avec une réunion de famille à laquelle j'assistais, et je racontais que j'avais recueilli ici en Beauce à peu près 4 ou 5 versions de la complainte de l'Aubiou. Autour de moi, il y avait de ma parenté, dont un beau-frère qui me regardait avec un petit sourire. Quand j'ai eu terminé ce que j'avais commencé à dire, je m'approche de lui et je lui demande « Pourquoi riais-tu? » Il dit, et je signale que ce beau-frère, il a pu être reconnu, il a été pendant plusieurs années directeur de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui s'appelle Julien Veilleux. Il me dit, tu parlais de l'Aubiou, tu parlais de la complainte. Il dit, est-ce que tu sais qui l'a écrite? Ben, j'ai dit non, parce que j'en ai recueilli plusieurs versions assez différentes les unes des autres. Il dit, c'est ma sœur, Anita Veilleux. Alors, je suis allé voir Anita. Eh bien oui, c'était elle qui l'avait écrite, cette chanson-là, sur un timbre, ce qu'on appelle un timbre, c'est une mélodie sur un timbre qui a été très connu chez ceux qui se sont intéressés aux complaintes, c'est-à-dire le minuit chrétien. Alors, elle me dit, oui, c'est moi qui l'ai écrite, mais elle lui avait échappé, pour ainsi dire, elle l'avait chantée dans différents endroits. Les gens l'avaient retenue plus ou moins fidèlement par cœur. Ils la chantaient, ils la transformaient, et voilà que quelques années plus tard, à l'occasion de mes enquêtes, elle avait déjà commencé à folkloriser, c'est-à-dire à se transformer. Oui, oui, oui. Et ça, ce sont des situations extrêmement rares, c'est-à-dire les situations qui vous permettent de voir presque sur place une création de chansons de folklore.
Est-ce que vous sauriez me dire si les racines du folklore sont exclusivement françaises ou si on doit élargir le cadre? Ça dépend de quel folklore vous parlez. Vous savez qu'il y a le folklore musical, il y a donc les chansons, il y a les rilles. Et qui dit rille dit tout de suite une influence externe. C'est irlandais. Irlande, hein? Ensuite, vous avez les contes, vous avez les légendes. Ça, c'est le folklore qu'on appelle le folklore spirituel. Mais à côté de ça, il y a tout le folklore matériel qui s'incarne dans le fer, dans le bois, qui s'incarne dans toutes sortes de matériaux, comme les coques d'église, comme les socs de charrue, etc. Il y a d'autres chansons, par exemple, que l'on connaît très bien, mais qui peuvent surprendre parce que, prenez À la Clairefontaine. Si je vous chante « À la Clairefontaine », vous allez me dire que vous la connaissez sans doute. Mais si je vous chante « À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Oui, je l'attends ce printemps, mon amant, celui que j'aime, que mon cœur aime. Oui, je l'attends ce printemps, mon amant, celui que mon cœur aime tant. » Oh. Exactement les paroles que vous connaissez, mais avec une autre mélodie. Vous avez des chansons de folklore que l'on a créées, que l'on a arrangées en empruntant des refrains à d'autres chansons. On chantait une chanson, et puis quand elle n'était pas assez longue, pourquoi se formaliser? On allait chercher un couplet ailleurs, un refrain ailleurs, et puis voilà, le tour était joué. On avait sa nouvelle chanson. Est-ce que c'est ça qui donne l'impression qu'il y a parfois rupture dans le texte? Que le sujet change assez rapidement? On prenait son bien là où on le trouvait. Bon. Et c'est typique du folklore. Monsieur Barbeau, par exemple, faisait des versions qu'il composait à partir de plusieurs chansons. Il faisait une sorte de chanson qui était à mi-chemin entre toutes les versions. Aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout. Donc, l'origine des chansons trouvées peut être assez variable. Absolument. J'avais tout à l'heure à l'esprit une histoire qui nous a été contée lors d'un cours par M. Lacourcière. Il était dans Charlevoix, il a beaucoup travaillé dans Charlevoix, recueilli des mélodies là. Et un jour qu'il était à Saint-Fidèle, un peu plus bas que la Malbaie, il y avait une dame qui lui avait chanté une chanson dans laquelle ça disait « Il remonta le Saguenay ». Quand la chanson a été terminée, M. Lacourcière lui a demandé « Êtes-vous bien certaine que c'est « Il remonta le Saguenay » dans la chanson. » Elle dit oui. Elle dit, on voit que vous venez de Québec, vous ne connaissez rien. Elle dit, Saguenay, c'est 30 000 plus bas ici, là, à peu près. Alors, c'est vraiment ça, il remonta le Saguenay. Ce n'était pas ça du tout. M. Lacourcière connaissait la chanson. C'était une chanson médiévale qui avait été écrite au Moyen Âge. Inutile de vous dire qu'au Moyen Âge, le Saguenay ne fatiguait personne. Il coulait peut-être là où il coule maintenant, mais sans plus. Le vrai texte de cette chanson-là, de cette section-là, c'était « Il monta sa haquenée ». H-A-C-Q-U-E-N-E, accent aigu. Vous savez peut-être qu'une haquenée, c'était le vieux mot pour dire une jument. Oh! C'était le mot médiéval pour désigner une jument. Alors la madame, là, elle n'avait jamais monté de haquenée. Elle n'en avait probablement... Elle en avait rencontré, mais ça ne s'appelait pas des haquenées. Alors, elle a fait quoi? Elle a transformé la chanson selon les connaissances qu'elle avait, selon ce qu'elle entendait. Ben oui, et en fonction de son milieu de vie. Et d'ailleurs, souvent, les chansons, quand même, ont été transformées de telle sorte que les chanteurs étaient eux-mêmes conscients des invraisemblances de ce qu'ils chantaient. Et c'est pourquoi je me rappelle bien des chanteurs m'ont chanté des chansons en me disant « Je ne suis pas sûr que ce soit bien correct, ça, mais c'est comme ça que je l'ai apprise. » Ce qui fait la distinction, la différence entre un conte et une légende, c'est qu'un conte est totalement inventé, tandis qu'une légende s'appuie sur un élément de la réalité. Par exemple, on va parler de la légende de la Corriveau. La réalité historique de la Corriveau, c'est qu'elle aurait tué un de ses maris. La légende lui en a fait tuer 7. Alors, donc, on s'appuie sur un élément réel.
Ti-Jean est un personnage de conte, c'est le personnage qui a pratiquement tous les pouvoirs, mais il est pauvre, parce que ça permet au conteur de faire de lui un personnage encore plus éminent. S'il avait été riche, qu'il avait eu tous les moyens pour lui, ben, on dirait c'est à peu près normal qu'il ait fait beaucoup de choses dans sa vie, mais non, il était pauvre. Est-ce qu'il a des pouvoirs humains ou des pouvoirs surnaturels? On lui a donné des pouvoirs carrément surnaturels à certains moments. Aussi. Ah, oui, absolument, absolument. Alors, Ti-Jean, c'est donc un des héros de nos contes. Mais attention, ce héros, on en retrouve les équivalents ou l'équivalent dans d'autres folklores, dans le folklore d'autres pays. J'évaluais dernièrement un projet de thèse de doctorat à l'Université Laval portant sur le Ti-Jean de nos contes, mais on le prenait, chose amusante, parce que l'étudiante en question, elle est, je pense, d'Ontario, elle va étudier le Ti-Jean de nos contes, mais dans nos contes recueillis en Ontario. Bon. Et elle va le comparer à son équivalent dans les contes autochtones. Moi, je trouve que ça va être une merveille, ça va être extrêmement intéressant. La musique folklorique, elle est souvent modale. Ça veut dire qu'elle nous vient des vieux Grecs, de la modalité que l'on trouvait dans la musique gréco-latine. Elle est passée ensuite dans la musique ecclésiastique du Moyen Âge, donc le grégorien en particulier, qui est entièrement modal. Et ensuite, en même temps, notre vieux folklore francophone, il date du 12e, 14e siècle, à peu près. Il commence à ce moment-là. C'est tout à fait intéressant. On couvre une très, très longue période. Il y a un cas que j'aime bien, que j'ai appris à connaître, c'est la chanson du roi Renaud, qui a été chantée ici. Oui. Et pourtant, on réfère aux croisades. Exactement. À la Terre Sainte. Par ailleurs, une autre chanson folklorique touche à un événement, le naufrage de l'Empress of Ireland. Est-ce qu'on a un répertoire particulièrement plutôt ancien, très ancien? Vous parliez tout à l'heure de la chanson du roi Renaud. C'est une des plus anciennes chansons dont nous retrouvions encore aujourd'hui des traces dans la tradition populaire. Il y a de ces bons vieux chanteurs qui vont nous chanter encore aujourd'hui la chanson du roi Renaud. D'ailleurs, nous allons en écouter un extrait. Le roi Renaud de guerre revint, portant ses tribes en ses mains. Sa mère était sur le créneau, qui vit venir son fils Renaud. Quand vous aviez, il y a une cinquantaine d'années, quand vous aviez des réunions de famille où on voulait souligner un anniversaire ou que sais-je, souvent ces réunions de famille-là se transformaient en des fêtes où chacun devait chanter sa chanson, devait danser sa gigue, devait jouer son ril au violon ou à la musique à bouche ou à l'accordéon. Et quand vous dites chacun, c'était vraiment chacun. C'était vraiment chacun. Que le chacun en question soit un musicien diplômé d'université ou du conservatoire, ou qu'il n'ait pas d'oreille, ou peu d'oreilles, vous savez ce qu'on entend par avoir de l'oreille, ça veut dire chanter juste, il fallait que tous participent. Alors, que faisaient ceux qui n'avaient pas beaucoup de mémoire pour les vieilles chansons, ou ceux qui n'avaient pas beaucoup d'oreilles? Eh bien, ils avaient un tout petit répertoire qui était fort amusant. Quand ils avaient poussé leurs chansons, eh bien, on leur laissait la paix pour le reste de la réunion de famille. Eh bien, je vous remercie, M. Gagné. Ce fut Ça m'a fait grand plaisir. Et vraiment, j'espère que les gens auront la curiosité d'aller lire vos livres ou que les gens s'intéresseront davantage à notre merveilleux folklore. Et moi, je vous remercie parce que la préparation était derrière les questions. Vous avez été un bon professeur qui avait préparé son cours, en l'occurrence, qui avait préparé son interview. Merci beaucoup. Merci.